Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, Jérôme Arsignac, je travaille pour le centre de compétences Technocité. On travaille avec... alors, ma mission au sein de Technocité, ça va être le jeune public, à partir de 10 ans, jusqu'aux études supérieures non universitaires, et puis forcément les enseignants qui travaillent avec ce public. Mon travail à moi, c'est de créer des synergies, créer des activités, trouver des écoles qui ont des besoins, qui ont des projets, et puis les aider à concrétiser ces projets. Et c'est vrai que nous, on a un angle très très particulier, c'est l'angle de l'apprentissage par le jeu vidéo. Et donc voilà, c'est vraiment notre domaine d'expertise et le mien. Et un jeu vidéo en particulier? Minecraft, forcément, Minecraft Éducation. Il y a maintenant 3 ans, j'ai créé la Minecraft Education Academy avec le soutien de Microsoft Education Benelux et Atoll Networks, une société namuroise qui ont la maîtrise technique de l'outil parce qu'on a créé un catalogue d'activités. Et donc voilà, c'est une société qui a cette expertise pour nous permettre de concrétiser réellement les projets que nous avons en monde directement utilisable par les enseignants et leurs classes. Et donc, par exemple, avec Minecraft, qu'est-ce que tu fais pour travailler les apprentissages? Quelle forme d'apprentissage tu travailles? Minecraft Éducation, il a cette force d'être un outil vraiment multitâche. C'est-à-dire que en termes de compétences que l'on veut travailler, en termes de contenu, en termes de matière, on va réussir une manière de l'utiliser. Ce que j'essaie toujours de faire comprendre, c'est que utiliser un jeu vidéo en classe, ça s'inscrit dans un parcours au sein de l'école. Il y a un travail en amont qui est fait par l'enseignant avec ses élèves. Il y a une partie que l'on fait ou que l'enseignant fait seul, où nous on vient l'aider pendant l'activité elle-même. Et puis il y a aussi ce que va faire l'enseignant après. Et le jeu vidéo et Minecraft Éducation, même si c'est un outil que je trouve formidable, ne se suffit pas à lui-même. On n'apprend pas rien qu'avec le jeu, on apprend avec le parcours éducatif autour. C'est un partenariat entre un enseignant et un jeu vidéo pour arriver à un résultat où, en fait, on a surtout quelque chose qui pêche aujourd'hui beaucoup en classe, d'après ce que me remontent les enseignants. Je suis pas enseignant moi-même, mais je participe à de nombreuses activités. C'est capter leur attention. Ouais. C'est assez amusant que nous, quand on est là et que on met les élèves sur Minecraft, on a beau leur demander des choses très compliquées, la sonnerie de la récréation sonne. Il y en a pas un qui bouge. La sonnerie du repas, la pause midi sonne. Monsieur, est-ce qu'on peut aller manger vite fait et revenir? Voilà. Donc c'est un impact vraiment sur la motivation qui est. Et la spécificité aussi, on en parlait avant, c'est que l'immense majorité des élèves, quel que soit leur âge, connaissent Minecraft. C'est un jeu qui est sorti en 2011, qui aujourd'hui a encore un nombre de joueurs mensuels assez impressionnant, qui fonctionne encore. On achète encore Minecraft aujourd'hui. Il y a il est sur tous les supports. Il est sur toutes les consoles. Il est sur PC. Il est sur Chromebook. Il est sur tablette. Enfin voilà, ils ont vraiment fait cette politique de l'accessibilité maximum. Et puis voilà, c'est un jeu qui plaît aux enfants pour sa liberté. C'est un espace en fait où tu viens et tu fais ce que tu veux. Ouais. Et puis aussi c'est un jeu qui aussi plaît aux parents parce qu'il y a une violence qui est parfaitement maîtrisée. Il y a différents modes de jeu. Le mode créatif, le mode survie. Le mode créatif, forcément, par essence, n'est pas du tout agressif. Je veux dire, il n'y a pas d'ennemis, etc. Et le mode éducation. Et le mode éducation qui, en fait, combine un peu ça avec un mode qui s'appelle le mode aventure, que nous, on utilise beaucoup, parce qu'on crée des mondes dans Minecraft Éducation, et en fait, les élèves vont y jouer en mode aventure, un peu comme s'ils jouaient dans un jeu vidéo à part entière. On est dans Minecraft, mais on fait autre chose. On va pas forcément poser des blocs. Ouais. Et alors tu me disais aussi que justement en fait une des choses que toi tu fais avec d'autres personnes, c'est créer des modes, donc des modifications, des espaces dédiés dans Minecraft à certains apprentissages. Alors, on est forcément très à l'écoute des enseignants, de leurs problématiques et de leurs besoins par rapport à moi j'aimerais travailler tel thème avec ma classe. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est un jour un enseignant de mathématiques qui vient me voir et me dit j'ai un problème, je suis prof de maths, j'attendais la suite du problème. Mais en fait, c'était là son problème. C'est qu'il dit, quand j'annonce à mes élèves que je suis le prof de maths, et il dit moi j'aime mon métier, j'aime les mathématiques, je veux que mes élèves soient heureux de venir en maths. Et donc il m'a demandé, est-ce que on pourrait pas faire quelque chose avec Minecraft Éducation que moi je pourrais utiliser en classe? On a trouvé l'idée assez amusante. Il nous a soumis l'idée de marier le jeu télévisé Koh-Lanta
avec des mathématiques. On a planché, on a réussi à trouver un budget pour le faire, et puis on a créé cette activité qui s'appelle maintenant qui s'appelait Collante Maths, mais finalement on l'a ouvert à d'autres enseignants, puisque si on peut travailler les mathématiques avec la mécanique on a des épreuves concernant une matière, on a des vainqueurs, des vaincus, les vaincus peuvent aller sur un espace qu'on va appeler l'espace de la révision, pendant que les autres vont profiter des bonus qu'ils ont gagnés parce qu'ils ont gagné l'épreuve. Voilà, on les fait jouer, on combine des phases d'apprentissage, et ce que j'explique souvent, c'est qu'il faut pas avoir peur de leur laisser 5 minutes pour s'amuser. Et ensuite, on les recanalise sur une seconde activité. Et puis, voilà comment, à partir d'une simple idée, on a créé un monde qui est maintenant à disposition de n'importe quel enseignant qui va pouvoir tester ses élèves puisque on a fait une interface où l'enseignant peut mettre ses propres questions, il met ses réponses, et puis le jeu va intégrer ça de façon automatique. Ça ressemble vraiment très très fort, et ça qui est très intéressant, c'est de la scénarisation pédagogique. Très classique, ce n'est que elle utilise le jeu. C'est ça, complètement. Le choix de Minecraft, il a été assez simple, c'est que on a commencé à travailler avec assez jeune public, l'apprentissage du code, tout simplement. Et puis on leur demandait à quoi vous jouez. Alors ma question c'était, vous partez sur une île déserte, vous pouvez emmener 3 jeux vidéo. Alors j'ai une définition assez particulière de l'île déserte, c'est qu'il y a des consoles, il y a de l'électricité, il y a Internet. Bon, je leur disais voilà, tu prends 3 jeux. Et 9 fois sur 10, dans les 3 jeux qui étaient cités, il y avait Minecraft dedans. Alors à l'époque, moi je connaissais Minecraft, mais j'avais connu à l'époque. Hein. Et puis on a creusé, on a découvert Minecraft Éducation, et puis on s'est dit, c'est vraiment un outil génial. Et aujourd'hui, ce qui me rend un peu triste parfois, c'est que on ne comprend pas encore les capacités, les possibilités de cet outil dans les classes. On a plein de profs qui envient la chance qu'ont les enseignants belges d'avoir un centre pour se former, et finalement je pense qu'il mériterait à avoir plus de monde. Après, là, j'imagine que la difficulté, parce que vous, à Technocité, vous avez un espace dédié pour jouer à Minecraft. J'imagine que la difficulté en classe, c'est, il y a un coût matériel, il y a un coût d'achat du jeu. Minecraft Éducation, c'est sur un abonnement? Alors, il faut un abonnement Microsoft Office 365. Oui, voilà. Donc tout ça, ce sont des coûts pour les écoles. Alors, on a quand même pas mal d'écoles aujourd'hui qui ont cet abonnement, et parfois ils ne savent pas que dans leur abonnement ils ont Minecraft Éducation qui est accessible en permanence. Donc ça c'est un des premiers leviers. Maintenant, je te disais aussi tout à l'heure, hein, l'accessibilité de Minecraft, il est vraiment sur tous les supports. C'est-à-dire que même si vous avez des Chromebooks, même si vous avez des tablettes, Minecraft fonctionne. Et nous aussi à la Minecraft Academy, c'est que si vous n'avez pas de compte, eh bien le temps de l'activité, si même l'activité doit durer 2 ou 3 jours, on va vous prêter le temps de ça. On va vous prêter des comptes. Ouais. On a créé des comptes de démo pour que l'activité se fasse bien, pour vous donner envie d'aller plus loin. Et la meilleure chose que je peux conseiller à un enseignant qui se pose la question, c'est de tester et de voir le changement de comportement, le changement d'implication d'un élève quand il est sur un jeu. Ça, c'est la puissance de la scénarisation pédagogique, du fait de proposer un environnement où il y a une histoire, où il y a des étapes. Et donc, il y a une utilisation en particulier de Minecraft qui rejoint le sujet pour lequel on t'a invité. Vous avez un mode dédié à l'apprentissage de l'IA ou aux questions liées de l'IA. Est-ce que tu veux nous le présenter ? Alors, l'idée, ça a été de dire, l'IA, c'est un monde qu'on a créé il y a maintenant 3 ans, pour faire comprendre à des jeunes qu'est-ce qui se cache derrière une IA, comment elle est faite, comment elle fonctionne. Donc, on n'était pas sur l'utilisation de l'IA. À l'époque, on voulait vraiment faire comprendre ce qui se cache. Donc, on a créé un monde qui amène les élèves sur Mars, sur une base scientifique, et en fait, ils vont devoir réparer une intelligence artificielle qui ne fonctionne plus, qui a été sabotée. Alors, on va utiliser une partie de la scénarisation dans Minecraft, et puis à un moment, dans l'activité, on va sortir de Minecraft pour utiliser une teachable machine, et on va faire un petit logiciel. Teachable machine, en quelques mots. Une machine à apprendre, c'est-à-dire que c'est une IA vide, et qu'on va nourrir nous-mêmes. Alors, nous, dans notre cas, en fait, on doit réparer une caméra qui reconnaît les personnes, donc on va apprendre à ce modèle qui est qui. Donc on va créer des étiquettes. Lui c'est Bernard, et on va mettre des photos de Bernard, et elle c'est Sophia. On va mettre des photos de Sophia, et puis on va laisser le modèle s'entraîner. Et puis ensuite on va proposer à ce modèle qu'on aura entraîné des nouvelles photos, et on va voir comment l'IA va répondre. Et on va voir aussi que d'une machine à l'autre, alors qu'on a les mêmes photos au départ,
les résultats sont différents, le pourcentage, on va voir qu'aussi la réponse, ce n'est finalement qu'une supposition de bonne réponse. Ouais. Hein, et donc, parfois, il répond avec un taux de confiance de 30%. Des fois, il répond avec un taux de confiance de 99%. Donc, ça nous permet, en fait, de faire comprendre aussi, déjà, les premiers biais de l'IA, c'est que une IA n'est pas sûre d'elle à 100%. Elle peut aussi complètement, alors, après, on s'amuse, hein, on met des images de personnages qui n'existent pas. Et on voit qu'elle nous répond avec un taux de certitude que c'est bien lui, alors que pas du tout. Et là-dessus, comment réagissent les élèves quand justement ils prennent conscience du modèle d'analyse de l'IA? Alors il y a beaucoup de prise de conscience sur ah ouais, donc c'est pas si fiable que ça. Et ça pour nous, quand on a ce genre de réflexion, c'est déjà un premier pas vers le OK, tu viens prendre conscience que tu as un outil, mais que c'est pas un outil infaillible. Et donc, par rapport aux réponses que tu vas avoir demain, quand tu vas interroger ton ChatGPT, ton Gemini ou autre, eh ben, tu vas savoir qu'il y a une possibilité qu'à un moment, ce soit pas correct. Et donc, il va falloir prendre le temps de vérifier quand même. Pas prendre pour argent comptant ce que va te produire ton modèle de langage. Et ça, il y a d'autres choses, justement, dans ce module Red Alert sur, qui travaille la compréhension de l'IA, mais qui travaille justement aussi l'esprit critique. Oui, complètement. On essaye toujours de mettre l'esprit critique. Alors, dans tous les mondes que l'on va créer, dans toutes les expériences pédagogiques, on va avoir les compétences qu'on va travailler, les compétences techniques, et on va aussi travailler ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, et puis surtout l'esprit critique. À l'heure actuelle, pour moi, c'est une des choses les plus importantes à apprendre aux jeunes. Ouais. J'ai toujours à l'époque du Saint Thomas, je crois, ce que je ne vois. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Parce qu'on voit, c'est tellement bien fait que ça peut être totalement faux. Il y avait une statistique disant que YouTube estimait que d'ici moins de 3 ans, plus de 50% de ce qu'on allait y voir serait fait par IA. Alors, YouTube, eux, mettent à disposition des outils de création génératif. Oui. Parce qu'ils savent que ça marche, mais ça pose une question assez terrifiante, c'est que quand on voit la force de YouTube, quand on voit l'impact qu'il a chez un jeune, alors YouTube, TikTok, etc., parce que ça va être la même chanson, c'est que être conscient que ce que je vois, surtout si ça m'interpelle très fort, je dois avoir un petit signal d'alerte me disant attention, là je viens de réagir très fort, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas fait juste pour me faire réagir, mettre un commentaire voilà, pas forcément sympa, ou mettre générer des émotions, voilà, pour faire agir. Et donc dans toutes les activités qu'on fait, et notamment dans Red Alert aussi, on va au fur et à mesure complètement disséminer par petites touches, et surtout, alors après chaque activité que l'on va faire, il va y avoir une phase de débriefing avec les élèves, et on va reprendre le déroulé complet. Qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez vécu les choses, comment vous avez réagi à telle information, comment vous avez réagi à telle situation, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous. Et puis là, on peut justement travailler la question, les questions de stéréotypes, les questions du genre, et toujours, et aussi, on les incite. Alors, en plus, Red Alert, il a cette mécanique d'être une expérience individuelle. Donc, chaque élève va vivre son personnage. Oui, okay, va vivre sa propre expérience indépendamment des autres. Mais à la fin, tout le monde va devoir se regrouper les indices qui auront été recueillis, parce que dans le jeu, il y a des épreuves. Si on réussit l'épreuve, on va avoir des indices complémentaires. Si je rate l'épreuve, l'épreuve est ratée, mais je n'ai pas cet indice complémentaire. Et donc, ils vont devoir mettre en commun tous les indices pour désigner quel est le saboteur de la base. Et là, ça va être un travail collégial, donc il va y avoir de l'argumentation, il va falloir avancer. Ouais, moi, je pense que c'est lui encore parce d'autres compétences. Voilà. Et à la fin, donc la classe doit voter pour qui est le saboteur. Et là, on a 2 petites séquences vidéo avec, vous avez choisi le bon saboteur, vous l'avez fait arrêter, vous avez choisi le mauvais saboteur, et il a fait exploser la base, et il est arrivé à ses fins. Donc, c'est ils réagissent comment quand ils perdent? C'est assez marrant à voir, parce qu'il y a parfois mais je vous l'avais dit, vous m'avez pas écouté. Il y a punaise, on l'avait pas du tout, on est complètement passé à côté. Voilà, ils sont généralement est-ce on peut pas recommencer. Je dis oui, mais maintenant tu sais, ça va pas. Et alors, j'imagine que les jeunes avec qui tu fais ces activités-là utilisent déjà l'IA. Et est-ce qu'il y a un choc entre l'activité et leurs usages? Est-ce que c'est quelque chose qui vient dans l'échange? Ils disent mais moi je l'utilise comme ça, et moi il n'y a pas de problème.
que je crois ou que je ne sais pas, mais justement parce que le choc des habitudes peut être intéressant justement dans la discussion, dans la compréhension. Alors, j'avais expliqué que le jour où on l'a créé il y a 3 ans, finalement, les élèves eux-mêmes utilisaient assez peu à ce moment-là. C'était vraiment le début. Aujourd'hui, vraiment, ils sont confrontés à leurs usages et ils se rendent compte, et on le voit dans les réactions. Et nous, après, dans la phase que l'on fait de débriefing, et après, on continue l'activité en travaillant, les faisant travailler différentes questions sur différents modèles de langage et différents outils. On se rend compte qu'à des moments, ils se sont dit, mince, là, la réponse me paraît tellement cohérente que j'aurais pu y croire. Et par le passé, j'ai déjà fait une confiance aveugle à mon outil, alors que j'ai eu du bol que la réponse a été correcte. On essaye et en fait, ils prennent conscience. Je dis, c'est la conscientisation c'est pas un outil infaillible, contrairement à l'image que j'en avais. Oui, à l'image qu'elle veut donner. Également. Donc ça, c'est un travail de conscience dans des ateliers en classe ou en dehors du temps scolaire. Oui. Mais si j'ai bien compris, tu utilises aussi cet outil avec des enseignants et des enseignantes. Et alors, est-ce que c'est différent? Quels sont les résultats? Comment ça fonctionne? Alors, la différence, elle se fait justement au niveau, on parlait de la confiance en l'outil. En fait, les jeunes ont une confiance absolument aveugle. Et en fait, les enseignants, beaucoup, ont une méfiance aveugle face à cet outil. C'est-à-dire que pour eux, c'est forcément, pour une partie en tout cas, c'est forcément quelque chose qui va pas être positif. Donc il y a une inquiétude. Une inquiétude qui est complètement légitime. Mais donc nous, la première étape, ça va leur dire, regardez dans quel cadre vous pouvez l'utiliser de façon pérenne. Justement, on leur apprend à utiliser leurs sources à eux déjà. Il y a plutôt que de te baser sur un modèle, etc. Tu peux utiliser juste ton cours à toi pour générer les questions par rapport à ton cours, plutôt qu'aller lui demander. On leur fait travailler, on fait des panels, on a des profs d'histoire, on a des profs de français, etc. Et on leur fait travailler sur des questions assez pointues. Et on voit que parfois l'IA génère des résultats qui sont pas corrects. Et il y a des fois où la réponse est extrêmement pertinente. Et elle surprend. Elle surprend. Et nous, ce qu'on voit à l'usage, c'est que les réponses qui étaient pas correctes sont de plus en plus marginales. C'est-à-dire que ces outils qui faisaient des erreurs par le passé en font encore, mais de moins en moins. En s'entraînant sur les cours, alors que... Ok. Donc voilà, la première étape, ça va être leur donner conscience. Deuxième étape, c'est de leur dire, voilà dans quel cadre cet outil peut être utile pour vous et vos élèves. Je pense à un exemple tout bête, c'est qu'on demande à un enseignant de faire de la différenciation. Il a 24 élèves devant lui. Il y en a un qui est 10, il y en a un qui est TDAH. Et matériellement, ils ont pas le temps de faire de la différenciation. Bien sûr. Ils ont pas le temps. Et on leur montre, en fait, que justement, par rapport à cet élève qui a ce problème-là, en fait, les questions que tu prépares pour ton cours, tu peux demander à l'IA de créer un questionnaire alternatif en tenant compte de ça. Et après, je te dis pas de le donner tel quel, mais toi, tu regardes et tu l'évalues. Est-ce que ça te paraît pertinent? Et là, en fait, on commence à comprendre que cet outil ne vient pas remplacer mon travail, il vient m'aider sur certaines tâches spécifiques et finalement, il va me faire gagner du temps. Et le temps, on sait que c'est l'ennemi numéro 1 des enseignants. Donc, c'est plutôt une logique d'intégration, mais j'imagine que tu as aussi des questions de la part des adultes sur les enjeux écologiques, par exemple, de l'IA, ou sur le fait que certaines IA, les sociétés qui les possèdent sont contestables. Et donc là, comment est-ce que vous en discutez alors? Comment est-ce que toi, tu travailles ces enjeux-là avec des adultes? Alors, la question de l'écologie, on met toujours en parallèle nos usages numériques. C'est vrai qu'aujourd'hui, entraîner un modèle de langage, c'est une quantité absolument phénoménale d'électricité, de ressources consommées. Et puis, on met ça en parallèle avec, tiens, tu viens de regarder un épisode de Netflix hier. Le coût énergétique de 52 minutes d'un épisode de Netflix, finalement, quand tu le compares à 45 minutes de ChatGPT, eh bien, tu es en dessous en utilisant ton ChatGPT pendant. Alors l'idée c'était 35 questions avec le modèle Light et 25 questions avec le modèle réflexion avancée.
et on se rend compte qu'on est en dessous au niveau du coût énergétique. On essaie de mettre en parallèle. On dit pas qu'il n'y a pas de coût énergétique. On dit pas, mais voilà, il faut le penser dans un cadre. Et puis derrière, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on dit bah oui, effectivement, le coût de l'entraînement de mon modèle, moi qui l'utilise, est-ce que ce coût je dois l'intégrer? À ce moment-là, quand je joue à un jeu vidéo, je dois intégrer le coût de fabrication de mes composants. C'est une question qui est assez compliquée, qui est tellement légitime, mais en tout cas, on leur montre des modèles de langage qui sont vertueux par rapport à ça et qui proposent un mode économe en énergie. Je pense à Mistral, par exemple. On leur montre, pour ceux pour qui cette question énergétique est importante, ben voilà, Mistral propose un modèle économe en énergie. La réponse sera peut-être moins fournie, mais en tout cas, pour des questions de base, est-ce que ça c'est parfois, et c'est souvent même très suffisant, d'utiliser ces modèles-là. Il y a hier on a deux enseignantes qui, sur cette question-là, avaient rebondi en disant, justement toujours dans l'esprit critique dont on parlait, de dire, mais en fait, questionnez-vous sur donc il y a des usages, ce que tu proposes par exemple, ben là c'est des usages très adaptés à l'IA, et puis d'autres choses comme faire une recherche sur Internet, dit mais est-ce qu'un moteur de recherche n'est finalement pas meilleur par rapport à ça? Donc en gros une critique finalement d'anticipation sur est-ce que ça c'est quelque chose qui est en lien avec ce que tu proposes aussi? On essaie toujours de maximiser les usages et donc de donner un maximum d'exemples. D'outils différents. Donc en fait, on montre aussi, voilà, maintenant quand on fait une requête sur Google, le mode IA, c'est la réponse qu'il va proposer. On leur fait tester des modèles comme Perplexity aussi, que moi j'apprécie beaucoup pour la synthèse qu'il génère. Je trouve que c'est quand je pose des questions, c'est assez sympa. Donc encore une fois, on essaie toujours de leur dire, ben voilà, on est face à une forêt. ChatGPT, j'appelle le l'arbre qui cache la forêt de ce qui se passe derrière. Moi, je suis un grand fan de Notebook LM aussi. Donc on leur fait tester des outils et on leur fait tester en essayant d'avoir un maximum de résultats, à la fois des résultats qui questionnent, tiens là il s'est trompé, et à la fois ah oui là il a été très pertinent parce que c'est vrai que ça j'avais pas pensé sur le coup. Quelquefois on leur dit bah tiens vous allez, alors après leur avoir fait tester plusieurs outils, on leur propose des thématiques de cours et tiens crée une structure, voilà, de ce que tu pourras aborder. Alors on fait un groupe qui vont travailler sans IA. Avec l'idée de les encourager à eux-mêmes former leurs élèves. Alors, former leurs élèves, c'est une question qui est parfois compliquée parce que les élèves utilisaient déjà avant leurs enseignants. Donc en fait, ils ont déjà une certaine maîtrise du prompt. Ils connaissent certains outils aussi. En revanche, c'est les aider à comment l'utiliser à bon escient. Comment, finalement, l'IA ce soit pas de l'intelligence artificielle, mais ce soit, j'appelle ça, l'intelligence humaine assistée. Comment je veux utiliser cet outil pour que ma réflexion soit plus pertinente, soit plus pointue. Et donc, c'est ce qu'on essaie de leur dire, c'est de faire comprendre aux élèves qui utilisent parfois aveuglément ces outils, leur montrer comment ils peuvent l'utiliser encore mieux. Et que pour vous, l'intégration de cette IA devienne un outil pédagogique. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a de tels enjeux qui sont aujourd'hui économiques en jeu sur ce modèle. Je pense pas que ça va disparaître. Je serais très surpris que ces outils disparaissent. C'est ce que la plupart de nos invités renvoient aussi. C'est probablement là pour rester. Et donc, que peut-on faire avec tout en limitant les impacts négatifs? Et c'est ce qu'on essaie de leur dire, c'est vous apprenez à utiliser l'outil pour vous, utilisez dans les cas où vous allez gagner du temps ou dans les cas où vous avez confiance parce que vous avez mesuré cette confiance à vous. On leur dit toujours de ne jamais lancer un tel quel un résultat qui a été pondu, même si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Décaler, faites ce que vous voulez, mais voilà, il y a toujours une phase de vérification qui sera importante de faire. Enrichissez-le, confrontez-le à d'autres personnes, à d'autres enseignants, à vos collègues, et finalement, cet outil IA doit devenir votre collègue, votre assistant. C'est pas quelqu'un qui va faire à votre place, mais c'est quelqu'un qui vient, tiens, j'ai besoin de faire ça. Comment tu le ferais toi? Montre-moi ce que tu as fait. Ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et c'est vraiment de l'intégrer et de faire comprendre aussi comme un outil. C'est pas de la magie, c'est pas un outil incroyable, c'est un outil incroyable, mais qu'il faut prendre avec une certaine mesure et surtout ne pas tomber dans le piège du waouh, ça a l'air balèze, je vais l'utiliser tel quel. Il y a un truc que je faisais très régulièrement avec les enseignants, c'est je leur disais tiens, tu vas demander à ton modèle de langage comment on peut ramasser des œufs de lapin. Ouais. Et alors la réponse était tellement précise, tellement bien
On nous parlait de la teneur en protéines de l'œuf de lapin quand même. On me donnait des recettes d'œuf de lapin et on me dit oui, l'œuf de lapin est un peu plus petit. Comment? Alors il faut soulever doucement la lapine, ne pas prendre tous les œufs, etc. Et je dis ok, là on sait que c'est ridicule. Demain vous l'interrogez sur un sujet que vous ne maîtrisez absolument pas et il vous sort une réponse aussi pertinente. Comment vous voulez voir qu'il lui vient de se tromper? C'est pas possible. Maintenant, l'œuf de lapin fonctionne plus à chaque fois. Oui, c'est un exemple effectivement assez rigolo. Voilà, et on essaie d'en trouver d'autres où on peut faire halluciner de façon assez amusante. Avec ce genre de... Voilà. Et donc pour conclure, si tu avais un conseil à donner à des professionnels de l'éducation, que ce soit des anciens, des enseignantes, à des animateurs, animatrices jeunesse, qu'est-ce que tu leur dirais sur l'IA et les usages éducatifs de l'IA? Qu'il faut l'envisager comme un outil, comme un partenaire, comme un collègue, comme quelqu'un qui va vous aider, comme quelquefois une petite main. Il faut pas forcément, il faut le tester. Il faut le tester, mais le tester dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, c'est pas lancer une question, donc un prompt très basique, du coup qui va générer une réponse très basique et se dire, Pouah, tu vois ce qu'il veut. Non, il faut d'abord apprendre à utiliser l'outil correctement. Et une fois qu'on l'utilise, savoir mesurer la qualité de sa réponse et voir les exercices, les choses pour lesquelles le modèle que vous avez choisi fonctionne bien. Donc, si vous voulez vous faciliter la vie et si vous voulez améliorer la performance de vos élèves, c'est d'intégrer par petites touches. Ça peut être un exercice, ça peut être tiens, aujourd'hui on va traiter telle question et on va le traiter avec un outil d'intelligence artificielle et de discuter ensemble, d'échanger. Moi, les étudiants m'ont appris des trucs que eux faisaient, dont je ne soupçonnais même pas l'idée. Ils sont parfois à un niveau de connaissance et ils connaissent certains outils que certains enseignants ça serait bien qu'ils soient conscients de la pertinence de certains outils, notamment les premiers étudiants qui se sont fait gauler, c'était parce qu'il y avait plus du tout de fautes d'orthographe. Il y a des modèles, en fait, tu leur mets 5 copies à toi, il détecte tes fautes de syntaxe, ta manière, tes fautes de grammaire, et il reprend le texte et il intègre tes propres fautes d'orthographe dans ta. Oui. Comment tu veux détecter ça? C'est pas possible. Donc il faut revoir aussi l'évaluation à la maison. C'est quelque chose aujourd'hui qui est voilà, un enseignant, comment aujourd'hui il peut évaluer son élève sur un travail qu'il fait à la maison? Eh ben, bien malin est celui qui a la réponse. Hein. Tout à fait. En tout cas, c'est d'intégrer et de leur demander comment ils ont fait, et s'ils font ce devoir maison et qu'ils l'ont fait avec l'IA, c'est de demander montre-moi la série de prompts que tu as fait. Tu vas me copier-coller la série de questionnements que tu as fait avec l'outil, comment tu l'as remis en cause, comment tu as essayé plus loin, comment tu as vérifié. Et c'est d'intégrer dans ce travail qui est fourni la démarche qui a été faite avec cet outil d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Avec plaisir.